Alors, qu'est-ce que nous avons perdu? Voilà, nous avons perdu la mémoire. Qu'est-ce que nous avons gagné? Ah, mais on peut revenir sur l'histoire et s'apercevoir que c'est précisément parce qu'on avait perdu la mémoire qu'on a pu inventer à la Renaissance les sciences physiques, parce qu'on n'avait pas besoin de savoir par cœur la vieille doxographie sur les physiciens, il a suffi d'observer, et que c'est parce qu'on avait perdu tel et tel type de mémoire qu'on a pu, en effet, se trouver. On a été libéré de l'écrasante obligation de se souvenir. Et étant libéré de l'écrasante obligation de se souvenir, alors il se trouve que les neurones étaient libres de faire telle ou telle activité nouvelle. Et voilà donc la différence qui peut exister entre perdre et gagner. Perdre dans l'ordre du reconnaissable, du formaté, du formatable, et gagner dans l'ordre inventif, indéfini, sans but précis. Bref, humain. Jusqu'à maintenant, je n'ai fait que définir perdre par rapport à gagner. Mais en langue française, vous le savez, le verbe perdre a un tout autre sens. Perdre signifie aussi, lorsqu'une casserole est trouée du cul, le cul de la casserole perd goutte à goutte, il perd, n'est-ce pas? L'homme est une bête dont le corps perd. L'homme est un animal dont le corps perd. Oui, chaque fois que nous inventons un outil, un marteau, alors, si vous considérez le marteau, je vois dans le marteau, moi, un avant-bras et un poing. Au lieu de frapper avec mon avant-bras et un poing, je prends le marteau qui est un avant-bras et un poing lui-même, et d'une certaine manière, l'organisme humain a perdu son avant-bras et le marteau, qui ont appareillé du corps des fonctions du corps pour devenir cette externalisation des fonctions. Nous externalisons nos fonctions, ce n'est pas difficile de savoir comment on a inventé la roue. Il suffit d'externaliser les angles de rotation des hanches, des genoux, des chevilles, etc. Et on externalise quelque chose. Je crois que tout simplement, le mot mémoire a bien deux sens, et vous l'utilisez bien dans les deux sens. Le sens subjectif, il a de la mémoire, il n'a pas de mémoire. Un tel a plus de mémoire qu'un autre, voilà le subjectif. Mais vous dites aussi mémoire d'ordinateur. Eh bien, l'écriture, c'était une mémoire, l'imprimerie, c'était une mémoire, et aujourd'hui, vous avez des mémoires très supérieures à celles de vos prédécesseurs. Nous avons perdu la mémoire, mais nous l'avons perdue autrement. Nous l'avons perdue subjectivement, mais elle s'est externalisée objectivement. Nous avons perdu la mémoire, ça a deux sens. Nous l'avons perdue parce que nous n'en avons plus, mais nous l'avons gagnée parce qu'elle est devant nous. Et par conséquent, ceci, j'appelle même ça dans d'autres livres, l'exodarwinisme de la technique. C'est-à-dire qu'il y a externalisation des objets, et ces objets évoluent à la place de nos corps. Bref, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez là que ce que vous preniez jadis pour une faculté cognitive, la mémoire, n'est pas une faculté cognitive donnée et permanente dans l'espèce humaine ou l'individu humain ou une culture donnée, mais dépend de l'histoire du support. Et je généraliserai volontiers cette affaire. Nous n'avons plus la même manière de penser, nous n'avons plus les mêmes sciences, nous n'avons plus les mêmes cultures, nous n'avons peut-être même plus les mêmes politiques et les mêmes religions dès lors que nous changeons de support. Le support écrit a transformé la civilisation de telle sorte que nous avons complètement oublié ce que peut être le stade oral. Le support imprimé a complètement changé la civilisation telle qu'elle était avant le stade imprimé. Je crains fort qu'aujourd'hui nous soyons à un changement de culture tel que ça ne change pas les contenus culturels, que ça ne change pas seulement les contenus scientifiques, que ça ne change pas seulement les contenus de type religieux par exemple ou autres, mais que ça change notre manière de connaître, notre manière de savoir, bref, le cognitif en général. Pourquoi? Parce que ce type de faculté change selon le support. Et bien entendu, la démonstration que je viens de mener pour la mémoire, c'est-à-dire pour la faculté mnémonique, on pourrait tout aussi bien la porter sur la raison, sur l'imagination. Il y a dans votre machine
des milliards de plus d'images que vous ne pourrez jamais en concevoir ou en rêver. Et par conséquent, votre fonction imaginative même se transforme équivalemment à celle de la mémoire du côté de la formation des images. Je suppose aussi que la raison en est au même point. Je vous conseillerais sur ce point, à propos de la raison, de lire avec beaucoup d'attention un livre de quelqu'un qui se trouve, je crois, dans la salle, qui s'appelle Gilles de Weck, et qui s'appelle « Les métamorphoses du calcul », où précisément on voit comment le problème du calcul, le problème de la raison, a évolué de façon extraordinaire sur plusieurs millénaires, de telle sorte que là aussi, il y a une transformation profonde de la manière de la cognition, c'est-à-dire de l'activité rationnelle. D'ailleurs, ce livre-là, par mon intermédiaire, a gagné le Grand Prix de philosophie de l'Académie française. Vous voyez donc que l'INRIA contient des philosophes meilleurs que celui qui vous parle. Cette démonstration concernant la cognition, et que j'ai simplement réservée à la mémoire et qu'on pourrait mener sur l'imagination et la raison, devrait vous persuader que les révolutions culturelles dont j'ai parlé rentrent maintenant dans une révolution cognitive considérable et que ce n'est pas la même manière de connaître dès lors qu'on change de support, ou plutôt que le couplage support-message évolue de cette façon-là.